communication va porter sur la place et le rôle essentiel de l'expérience de vie dans la relation de pair à pair, ici entre pairs qui ont en commun d'être amputés des membres inférieurs. Et je disais que ma communication donc, va porter sur la place et le rôle essentiel de l'expérience de vie dans la relation de pair à pair. Et donc, comme je disais, entre pairs qui ont en commun d'être amputés des membres inférieurs et ou supérieurs. Donc, élément qui m'est apparu fondamental, en fait, j'ai souhaité orienter cette communication et mon propos sur un point particulier de la parité entre personnes amputées, en lien avec l'expérience de vie, qui est celui de l'espoir. Donc, en repartant de la définition de l'espoir, à savoir le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, ma communication a pour objectif de décrire, d'analyser comment les pairs ayant déjà une certaine expérience de vie de l'amputation arrivent à susciter de l'espoir chez les pairs récemment amputés ou amenés à subir prochainement une amputation. Plus précisément, la question centrale de mon intervention est donc celle-ci. En s'appuyant sur leur expérience de vie post-amputation et les savoirs issus de cette expérience, par quels arts les pairs amputés redonnent-ils espoir à leurs pairs? J'emploie le terme art ici, dans le sens, il faut le comprendre comme les moyens, les procédés, les techniques spécifiques liées à l'expérience de vie mise en place et développée par les pairs amputés pour susciter cet espoir. Les éléments de réponse que je vais apporter à cette question se basent sur une longue enquête ethnographique que j'ai menée au sein de l'Association de défense et d'études des personnes amputées, autrement appelée de façon raccourcie l'ADEPA, donc réalisée sur plusieurs années de terrain. L'ethnographie m'a ainsi conduit à suivre les pairs accompagnants et à observer les diverses pratiques de soutien et d'accompagnement des pairs mises en place par l'association. Je peux vous citer telles que les interventions en centre de réadaptation, l'organisation d'événements sportifs et de loisirs, ou la mise en réseau des pairs via un forum Internet ou le Facebook de l'association. Les analyses que je vais développer devant vous aussi ce matin sont issues donc de ces observations et du suivi ethnographique de ces pratiques, mais aussi et surtout des nombreux entretiens approfondis que j'ai été amené à réaliser avec les pairs accompagnants de l'association. Tout d'abord, susciter de l'espoir à partir de son expérience de vie de l'amputation est une démarche primordiale pour les pairs accompagnants. Dans le cadre des pratiques de soutien et d'accompagnement des pairs, elle est considérée par les pairs accompagnants comme un des objectifs premiers recherchés. Au cours des entretiens que j'ai menés, 2 pairs accompagnants de l'association décrivent clairement cette démarche auprès des pairs. Le premier dit: les personnes qui font partie de l'association vont dans la rencontre des personnes nouvellement amputées dans les centres de réadaptation fonctionnelle pour leur parler de l'après-période de rééducation, pour donner effectivement du tonus, du moral et de l'espoir. Un deuxième père accompagnant dit: notre rôle, c'est d'apporter quelque chose aux gens. Moi, j'apporte toujours des messages d'espoir. Donc, si susciter de l'espoir est donc un but recherché par les pairs accompagnants, il est d'emblée important dans cette communication de souligner que cette démarche révèle des effets concrets sur le terrain. En fait, loin d'être qu'une simple visée, une simple intention, ces effets sont attestés aussi bien par les pairs accompagnants que par les pairs accompagnés. Rapportant tout autant leur expérience personnelle passée de pairs accompagnés que celle à présent de pairs accompagnants, 2 membres de l'association évoquent les apports et effets de ces pratiques. Le premier dit: ça nous a aidés, ça a aidé un certain nombre d'adhérents d'ADEPA et on est convaincu que cela aide d'être en contact au moment où l'on vient d'être amputé avec des personnes qui ont un peu plus de recul. Une autre paire accompagnante dit: j'ai rencontré l'ADEPA quand j'étais hospitalisé. Cette visite m'a tellement boosté que lorsque j'ai recroisé le chemin d'ADEPA une fois remise sur mes 2 jambes, si l'on peut dire, j'ai décidé du coup d'avoir un rôle et de m'engager activement dans cette association. Lorsqu'on consulte le forum Internet de l'association, nombreux sont aussi les messages qui mettent en exergue l'espoir suscité par la mise en réseau entre pairs.
Donc, je peux vous citer pour exemple une personne dont l'amputation était fortement conseillée par l'équipe médicale qui se retrouvait un peu dans l'incertitude face à la décision à prendre de se faire amputer ou non. Et après avoir ouvert un sujet sur le forum sur sa situation et discuté avec des pairs expérimentés en rapport à son cas, elle poste quelques jours après ce message sur le forum. Merci pour tous vos encouragements et votre soutien. Je pense en effet que j'ai pris la bonne décision. Je veux reprendre mes activités et surtout ne plus être dominé par cette douleur. J'ai confiance car j'ai rencontré d'autres personnes amputées qui, avec leurs prothèses, revivent, courent, font plein d'activités et surtout n'ont plus mal, 3 points d'exclamation. Un autre exemple encore, post-amputation pour celui-ci, une personne amputée qui avait ouvert un sujet de discussion intitulé « Je perds espoir », réouvre après plusieurs échanges avec des membres actifs présents sur le forum, un nouveau sujet de discussion qu'elle intitule « Je reprends espoir ». Elle dit « Merci, déjà avec 3 ou 4 réponses à mes posts, je reprends espoir malgré mes 64 ans et je m'en veux de pleurer sur mon sort quand je vois tant de jeunes mutilés qui, eux, sont pleins d'enthousiasme et de courage. À bientôt, point d'exclamation. » Donc, redonner de l'espoir, redonner du moral, de la confiance, permettre de relativiser sa situation, aider, booster même jusqu'à donner envie de s'engager activement dans l'association. Les quelques exemples que je viens de vous citer, donc parmi tant d'autres que j'aurais pu vous citer, mettent en avant des effets concrets de ces pratiques de soutien d'accompagnement entre pairs et nous conduisent directement à analyser en détail ces fameux principaux arts dont font preuve et usage les pairs accompagnants pour réussir à susciter cet espoir et générer cet effet auprès des pairs. Le premier art développé par les pairs accompagnants que je veux aborder ce matin, c'est celui pour redonner de l'espoir, et celui de montrer aux pairs que la vie ne s'arrête pas suite à l'amputation. Donc, face au traumatisme biopsychosocial lié à l'amputation, à la déstructuration du monde commun qu'elle inflige, je reprends l'expression à l'anthropologue Byron Good, nombreuses sont les personnes récemment amputées ou prochainement amputées qui se retrouvent en fait totalement démunies face à cette épreuve bouleversante. Malgré la prise en soin des professionnels de santé, malgré la présence des proches, la personne amputée est fréquemment désarçonnée par la perte d'un membre et ses multiples retentissements. Régulièrement, potentiellement sollicité par un soignant ou par un proche, les pairs accompagnants interviennent auprès du père pour lui faire comprendre que l'amputation n'est pas une fin. Par sa présence, par le partage de son expérience de vie, le père accompagnant tend à montrer au père accompagné que la vie post-amputation n'est pas un stop définitif. Que ce soit avant ou après l'amputation, les pairs accompagnants viennent susciter de l'espoir et l'un d'eux témoigne de cet apport. Il dit « Cette démarche d'entraide a un impact fort, différent, mais complémentaire au discours d'un médecin ou d'un soignant qui va lui expliquer « ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça ». La simple chose que font les pairs de l'association consiste à se raconter, témoigner de comment ça s'est passé pour eux et de discuter avec la personne nouvellement amputée. Cela crée des échanges assez puissants qui permettent à l'autre d'accepter petit à petit, de se dire ce qu'il est en train de vivre, d'autres l'ont vécu. Et il peut ainsi imaginer un avenir possible. Que les échanges aient lieu en milieu hospitalier ou non, en individuel ou en groupal, de manière formelle ou informelle, le père accompagnant en fait, apporte un précieux témoignage sur sa trajectoire de vie d'avant et après amputation. Donc, pourquoi il a subi une amputation, comment il a vécu la rééducation, comment s'est passée la suite, comment il vit aujourd'hui. En ce sens, le père peut s'identifier au père accompagnant car il sait que la personne en face de lui a déjà traversé cette épreuve et lui permettant de concevoir qu'il y a une suite après l'amputation. Si je le formule autrement, le père accompagnant lui dit d'une certaine manière « j'ai connu la rééducation, je l'ai vécu, et à présent, je suis passé à une autre étape, et vous passerez aussi cette étape. La fin de votre vie n'est pas dans un centre de rééducation, dans un lit ou sur une jambe, mais à l'extérieur, sur une prothèse, avec la reprise des activités. » Donc en fait, par son
Par son témoignage concret et son partage d'expériences de vie, le père accompagnant vient ici rompre possible isolement vécu par le père, lui prouver qu'il n'est pas seul face à cette épreuve et lui redonner espoir en l'avenir. Dans le prolongement de ce premier art montrant que l'amputation n'est pas synonyme de fin de vie, le deuxième art que je souhaite aborder donc pour susciter de l'espoir est de montrer au père que l'on peut se projeter dans un futur, et plus exactement qu'il y a bien une vraie vie après l'amputation, que l'on peut retrouver une vie, certes pas totalement comme avant, mais tout du moins et en grande partie ordinaire. J'emploie le terme ordinaire entre guillemets. Lors des réunions organisées en centre de réadaptation, les pères accompagnants, s'appuyant sur leur expérience de vie et leur savoir et d'autres supports, comme des vidéos de témoignages d'autres pères sur le vécu post-amputation, viennent ici redonner espoir aux pères en montrant qu'il y a certes inéluctablement différentes étapes à franchir, mais qu'il est possible de retrouver une autonomie, une vie professionnelle, une vie sociale. Comme l'évoque un père accompagnant, quel que soit le nombre de personnes présentes dans ces permanences, ces réunions ou dans ces échanges individuels, les personnes nous remercient et sont souvent contentes et heureuses de pouvoir poser des questions. Même si on leur précise que nous ne suppléons pas les professionnels, le fait de répondre à leur anxiété, de leur montrer les chemins par lesquels il faudra passer, c'est déjà beaucoup. Par exemple, ce que j'ai pu observer sur le terrain lors de ces réunions, les pères accompagnants n'hésitent pas à interroger les pères sur leur habitude de vie avant l'amputation et sur surtout ce qu'ils souhaitent et pensent pouvoir refaire après la sortie de rééducation. Sans promettre monts et merveilles et en prêtant bien sûr une attention particulière à bien souligner la singularité de chaque personne et de son parcours, ils redonnent espoir en évoquant les possibilités, les pistes, les perspectives de reprise de certaines activités comme le travail, la conduite ou une activité sportive ou de loisirs. Autre exemple que je peux citer, entendu et ici du terrain, toujours en repartant de leur propre expérience, ils précisent fréquemment en début de réunion, moi aussi j'étais comme vous en fauteuil à me demander ce qui m'arrivait et à penser que ma vie était foutue, alors qu'aujourd'hui, regardez, je marche et je retravaille. Donc en lien avec l'expérience de vie déjà parcourue, la démarche de redonner de l'espoir passe ainsi par l'évocation des apports de la prothèse, des situations de handicap rencontrées au départ et à présent remédiées, ou des adaptations du domicile ou dans le quotidien que les pères accompagnants ont amené à effectuer. Autre pratique, en dehors des centres de réadaptation, les événements sportifs organisés par l'association, tels que les week-ends de ski, les week-ends d'essai de lames de course, les semaines de voile, les journées de randonnée, les journées d'acrobranche, où les pères adhérents de l'association sont conviés à pratiquer ces activités, sont certes des temps forts de la vie associative, mais qui, au-delà de la pratique en tant que telle, concilie aussi des moments de partage d'expérience, de soutien et d'accompagnement des pairs. Lors des entretiens que j'ai pu mener, les pairs organisateurs de ces journées d'activités les évoquent ainsi, en fait, évoquent ces journées de cette manière-là. L'objectif, donc une première personne dit l'objectif est de passer un moment convivial par le loisir, par le sport, et de montrer qu'il est possible de reprendre une activité physique, voire de se dépasser. Un autre père qui organise des journées, là, dans le cadre d'une journée d'acrobranche, dit « Je me souviens d'un monsieur qui est venu à l'acrobranche. Bon, il venait un petit peu quand même à reculons, il avait peur de gêner, et j'ai dit « Non, il y a des parcours au début, et puis quand vous voulez arrêter, si ça ne va pas, on arrête. » Et quand il a eu terminé son parcours d'acrobranche, il m'a dit « Mais c'est super, c'est génial, parce que je vais pouvoir venir avec mes enfants maintenant. » La reprise d'une activité accompagnée par les pairs et donc aussi, à la lecture de ces entretiens, et donc aussi un puissant levier pour redonner espoir, comme l'exemplifie l'adhérent qui a participé à l'acrobranche. Dans un contexte en fait bienveillant, entouré par les pairs, ces journées permettent de se projeter dans un futur
où la situation de handicap peut être potentiellement remédiée, dépassée par des capacités retrouvées ou par des nouvelles adaptations. Elle donne aussi l'opportunité au père de sortir d'un possible isolement lié à l'amputation et d'ouvrir des perspectives au niveau de sa pratique et au niveau de la vie sociale, donc pouvoir repratiquer un sport ou un loisir seul, avec des proches, avec des amis, comme n'importe quelle autre personne. Un troisième art qui apparaît comme fondamental et qui a notamment été mis en avant par les pairs accompagnants au cours des entretiens, est celui de susciter de l'espoir par un discours de franchise, comme terme qu'on emploie, un discours de franchise, vis-à-vis de l'expérience de vie post-amputation. Donc, bien entendu, avec une nécessaire prise en compte du profil, de la personnalité, du parcours, de la situation de chaque pair, les pairs accompagnants, dans les différentes pratiques, expliquent tenir un discours ancré dans la réalité de l'expérience vécue et qui peut, à certains moments de l'échange et sur des sujets précis, s'avérer très, très direct, sans tabou. À nouveau, un père accompagnant évoque, par exemple, la teneur de sa réponse. Lorsqu'une personne amenée à subir très prochainement une amputation le questionne sur comment se passent les premiers jours, les toutes premières semaines post-opératoires, particulièrement en ce qui concerne les douleurs. Donc, le père accompagnant, au cours de l'entretien, dit « Moi, je leur dis toujours que je parle franchement, je n'y vais pas par quatre chemins, je ne lui dis pas « Oh non, mec, tu ne vas pas avoir mal ». L'importance de porter un discours vrai, d'avoir un franc-parler ancré dans la réalité, et donc au cœur de l'accompagnement et du soutien des pairs. Donc, le rapport au corps amputé, les douleurs du moignon, les douleurs du membre fantôme, le cheminement personnel vis-à-vis de l'amputation, voire parfois des sujets qui peuvent être très intimes, si le père accompagné aborde la question comme la sexualité suite à l'amputation, sont des sujets qui ne sont pas occultés et qui ont leur place à part entière dans la relation de père à père. Basé toujours sur cette expérience de vie, ce discours de franchise conduit les pairs accompagnants à bien sûr évoquer les possibilités et les capacités que l'on peut retrouver après l'amputation, notamment grâce à la prothèse, mais à ne pas nier les difficultés auxquelles les pairs accompagnés devront peut-être faire face à court ou moyen terme. Autre exemple, issu du forum, donc, une personne amputée qui avait ouvert une discussion en parlant des difficultés qu'elle rencontrait avec sa prothèse dans l'apprentissage de la marche appareillée en centre de réadaptation, avait posté un message à ce sujet, et donc un des pairs expérimentés qui intervient sur le forum lui répond « Tu vas progresser encore jour après jour, même s'il faut s'attendre à quelques déconvenues, quelques obstacles imprévus. Une prothèse, c'est aussi une part de découverte avant d'être tout à fait au top. Bonne continuation, bon courage, il en faut pour persévérer dans la progression. » Ainsi, si les réponses et conseils donnés concernant des questions et des inquiétudes des pairs cherchent, au travers d'un partage d'expérience, à donner des pistes, des solutions, des perspectives, néanmoins, ces réponses n'omettent pas d'aborder les problèmes concrets et situations complexes qui peuvent joncher le parcours de vie post-amputation. Donc en fait, au travers de ce savant dosage entre potentialité et difficulté inhérente, parce qu'il est franc, parce qu'il est direct, parce qu'il ne cherche pas à angéliser l'expérience de vie après l'amputation, ce discours, on va dire, d'authenticité est entendu, perçu et reçu comme cohérent par les pairs. Pouvoir aborder l'ensemble des sujets sans tabou, dire aux pairs que ça ne va pas être facile, qu'il y a des étapes parfois complexes et incontournables à franchir, mais qu'elles sont franchissables, permet de susciter de l'espoir et réduire en ce sens une possible anxiété sur ce qui se passera après la période de rééducation hors du centre de réadaptation.
Un dernier art que je souhaite analyser est celui de pouvoir montrer au père que l'on peut vivre socialement avec une amputation et une prothèse. Si l'amputation représente un traumatisme corporel et psychologique conséquent, ces retentissements dans les interactions sociales peuvent aussi s'avérer extrêmement importants. Pour les personnes qui ont subi récemment une amputation, l'expérience sociale de s'afficher amputé et appareillé en société est souvent appréhendée avec angoisse. Le potentiel sentiment de culpabilité d'être amputé, la peur de se montrer amputé en situation de handicap et de risquer d'être stigmatisé sont source d'inquiétude et surtout de nombreuses interrogations. Et face à cette appréhension, toujours par l'expérience de vie accumulée, les pères accompagnants de l'association cherchent à rassurer et redonner espoir aux pères en montrant que différents choix sont possibles concernant la invisibilité de la prothèse et donc aussi invisibilité de l'amputation. Ils s'appuient sur leur expérience en société avec la prothèse et usent de diverses stratégies pour montrer que l'amputation n'est pas forcément synonyme de stigmatisation. Dans l'optique de démontrer aux pères que l'on peut invisibiliser la prothèse lors des interactions sociales, l'exemple particulier de la stratégie de dévoilement de la prothèse employée par certains pères accompagnants est particulièrement marquant. Par une anecdote, un père accompagnant décrit ce que j'appelle cette stratégie de dévoilement adoptée face à une personne nouvellement amputée auprès de laquelle on lui avait demandé d'intervenir car cette personne vivait très difficilement son amputation et avait de grandes inquiétudes concernant son vécu au quotidien après le centre de réadaptation. Donc pour vous contextualiser la situation, après être rentré dans la chambre et amorcer un premier échange succinct en tête-à-tête avec cette personne, le père accompagnant, dont la prothèse a été rendue invisible par le pantalon et une marche sans boiterie, décide de poser une question au père amputé. Dans l'entretien que j'ai mené avec le père accompagnant, il me décrit l'échange qui suit lors de l'entretien. Je lui ai dit, écoutez, je peux vous montrer quelque chose? Il me dit, oui. Par contre, je suis obligé de descendre mon pantalon. Il m'a regardé comme ça, il se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Et j'étais en jean, donc forcément, je ne pouvais pas remonter la jambe. J'ai descendu mon pantalon, je me suis mis en slip et je lui ai montré ma prothèse et ma jambe. Il est resté bouche bée. Et il me dit, mais vous êtes amputé? Je lui ai dit, oui, comme vous. Jouant sur l'effet de surprise dû à l'écart entre l'identité sociale virtuelle qu'avait imaginé la personne concernant le père accompagnant, savoir que la personne de l'association n'était en aucun cas amputée, et donc l'écart entre cette identité sociale virtuelle et son identité sociale réelle, qu'en fait, il est bien amputé. Donc, je reprends cette notion d'identité sociale réelle et virtuelle à Erving Goffman. Le père accompagnant vient prouver que cette stratégie, que l'amputation et la prothèse soient au départ masquées puis montrées, en tout cas, il tend à montrer que cette amputation et la prothèse peuvent être rendues invisibles dans les interactions sociales. En un laps de temps court, cette stratégie en fait vient déconstruire radicalement la représentation négative construite jusque-là par le père, à savoir qu'une personne amputée ne pourrait plus se tenir debout et marcher sans que l'on se rende compte qu'elle est amputée et appareillée. Employée moins directement, cette stratégie de dévoilement apparaît aussi en réunion de groupe, comme le décrit également un autre père accompagnant. Très souvent, je cite, très souvent, elles, qui parlent des personnes amputées hospitalisées en centre de réadaptation, sont un petit peu éberluées quand elles nous voient arriver, chacun sur nos deux pieds, nos deux jambes, en pantalon ou en robe. Ils ne savent pas forcément au départ si on est véritablement amputé. Et puis quand elles s'en aperçoivent et qu'on leur parle un peu de notre expérience, ça leur donne effectivement un peu la banane. Cette stratégie de dévoilement est loin d'être la seule et unique stratégie. Les pères accompagnants montrent aussi que la prothèse n'est pas synonyme de stigmatisation et que le stigmate peut être aussi retourné. Je vous donnerai un dernier exemple. Donc, à l'inverse de la stratégie précédente,
L'appareillage peut être aussi volontairement affiché et mis en valeur dans la vie au quotidien, et donc aussi devant les pairs. Donc mise en valeur, par exemple, par une customisation de la prothèse avec des esthétiques différents, des designs originaux fabriqués en 3D, des motifs de couleurs ou jouant sur d'autres références. Et à de multiples reprises, que ce soit dans les centres de rééducation ou dans les événements sportifs, ou même sur le Facebook de l'association, des pairs accompagnants affichent clairement et avec une certaine fierté leurs prothèses qui ont des esthétiques originales. Et donc, par leur expérience de vie et les choix opérés, ils revendiquent ce caractère esthétique, beau de la prothèse, qui correspond au mieux à leur personnalité. Et dans le cadre de ces pratiques, pour certains pairs récemment amputés, inquiets de l'esthétique, soucieux de leur apparence et de la visibilité en société de leur amputation et de leur prothèse, voir un père à l'aise avec son appareillage, le valorisant, et de pouvoir aussi en discuter entre pairs, ça constitue un message fort, porteur d'espoir, et aussi un temps d'échange particulièrement riche pour le père accompagné, tout autant pour sa future vie en société appareillée que pour son cheminement personnel vis-à-vis de l'amputation. Donc pour conclure, les 4 arcs que j'ai choisi d'analyser au fil de cette communication, loin d'être une liste exhaustive, ont mis en évidence le rôle primordial de l'expérience de vie dans la relation entre pairs amputés, et surtout comment son recours, son usage offre la possibilité de susciter de l'espoir aux pairs, souvent désarmés face à l'épreuve de vie que constitue l'amputation. Les capacités développées montraient, comme je l'ai dit tout au long de ma communication, que la vie ne s'arrête pas, que l'on peut se projeter dans une vie post-amputation, sans dissimuler les potentielles difficultés et les étapes parfois délicates à laquelle il faudra faire face, est un art à part entière, un art de faire original, créatif, qui se nourrit de l'expérience de vie accumulée et de la farouche volonté de s'en servir pour soutenir et accompagner les pairs à cheminer dans leur parcours de vie post-amputation. Donc en lien avec la journée, donc, compétences essentielles, mais aussi compétences imbriquées, indissociables à d'autres, comme les savoir-agir, savoir-faire, le recours à l'expérience de vie et au savoir qui en découle est d'une clé de voûte de la périté. Il est un atout singulier que les soignants et proches ne possèdent pas et qui fonde toute l'originalité et l'intérêt de la démarche du pair accompagnement. Comme l'a évoqué, selon moi, avec une certaine justesse, un médecin MPR proche de l'association lors d'un entretien que j'ai mené avec lui, il disait « Les médecins, c'est bien pour soigner, mais ils ne peuvent pas avoir la même sensibilité ni la même approche humaine que quelqu'un qui a déjà souffert depuis de nombreuses années dans sa chair, après des mutilations ou des maladies graves, et qui ensuite peut témoigner de ses souffrances, de son parcours, de ses difficultés, de ses joies, de ses peines, enfin bref, de sa vie. » Cette authenticité de l'expérience de vie, la proximité, les liens, les effets qu'elle génère au niveau du soutien et de l'accompagnement des pairs, en fait un apport précieux, différent, mais complémentaire aux pratiques de prise en soin Et cette authenticité de l'expérience se doit d'être connue, reconnue par l'ensemble des acteurs et des institutions. Merci pour votre écoute et je suis disponible.